aujourd'hui pour la dernière conférence en distanciel. Merci pour votre présence et votre persévérance, je veux dire, par rapport à ces conférences. Donc, cette dernière conférence porte sur les modalités d'intervention éducative pour transmettre et faire partager les valeurs. Dans les autres conférences, j'ai abordé les aspects peut-être plus théoriques, à la fois philosophiques, juridiques, éthiques, la place des jeunes, élèves ou jeunes ou familles. Donc, vous avez bien compris, je ne vais pas reprendre bien sûr, hein, que ce sont des démarches actives qui sont plus performantes et plus adaptées à la transmission des valeurs. Hein. Donc, des modalités d'intervention éducative où l'élève, le jeune va être acteur, et parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans activité hein, de l'acteur. Je l'ai déjà dit, la pédagogie constructiviste avec tous les travaux des pédagogues sur les pédagogies actives. Donc, je vais vous présenter je dirais, de façon très pratique. Je fais beaucoup d'interventions en pédagogie active auprès des enseignants, mais aussi des enseignants-chercheurs, hein, et puis aussi auprès d'acteurs. Je suis intervenue il y a peu de temps auprès de bibliothécaires hein, du Centre Pompidou et de tout le réseau des bibliothèques. Donc, on va dire que ces techniques, elles s'adaptent à des publics différents. Donc, je vais vous présenter plusieurs techniques, mais on le verra, j'en parlerai à la fin, les 2 journées où je serai en présentiel, où nous allons les mettre en œuvre. Donc là, je vais vous donner des techniques, ça va être important, mais vous aurez aussi les documents que j'enverrai, hein, de bien vous en imprégner pour les 2 journées de formation, puisque je me baserai sur ces techniques-là. Alors, on parle donc de pédagogie active. Donc, je vais vous en présenter plusieurs, moi que j'utilise beaucoup hein, pour aborder les valeurs, mais aussi les questions vives. Alors, déjà, si vous souhaitez, par exemple, que chaque participant dans un groupe s'exprime individuellement de façon nuancée, hein, donc où chacun peut s'exprimer et exprimer un point de vue, voilà. Donc, je vais vous présenter, on utilise la bague de Régnier, hein, la bague de Régnier. Donc, je vais développer après, je vous présente déjà peut-être les différentes techniques. Hein. Donc, je veux que chacun s'exprime individuellement de façon nuancée. Bon, on sait que si par exemple je fais un tour de table et je demande l'avis sur quelque chose à un groupe, on sait très bien qu'il y a toujours des personnes qui seront dominantes, des timides. Hein. Donc ça, pour éviter justement cela, on va utiliser une technique qui garantit que chacun s'exprime de façon individualisée sans être soumis à la pression du groupe. Donc, c'est la bague de Régnier et très bien pour cela. Une deuxième technique, si par exemple je veux favoriser l'argumentation en formulant des idées et des représentations en fonction de critères que vous proposez, hein, donc soit proposés par l'enseignant, soit proposés par l'animateur. Donc, je veux que le groupe argumente, hein, formule des idées en fonction de critères. Je vais utiliser le blason, donc je vais développer après. Hein. Donc, le blason est une technique très bien pour qu'on argumente en fonction de critères. Après, si je veux faire vivre une situation par rapport à un vécu, hein, il y a par exemple un conflit qui s'est passé par rapport à des valeurs ou par rapport je sais pas, à l'utilisation de réseaux sociaux, à de la violence sur les réseaux sociaux, du cyberharcèlement, etc. Je veux faire vivre une situation, je vais utiliser le jeu de rôle. On va y revenir aussi sur la méthodologie du jeu de rôle qui est parfois un peu difficile à mettre en œuvre, tout dépend des publics, mais qui nécessite quand même un cadrage très important, hein, parce que ça peut, si c'est mal mis en place, ça peut être difficile à gérer. Hein. Après, si je veux obtenir une diversité d'opinions,
et d'hypothèses convergentes ou divergentes sur un thème donné. Donc là, j'obtiens une diversité d'opinions et d'hypothèses. Alors, ça peut être convergente, tout le monde est d'accord, ou divergente. Je vais utiliser le Philips 6x6. Et ensuite, si je veux faire émerger ça, on part souvent de cela. On va faire émerger les représentations. On va faire émerger des idées. On va évaluer le niveau de connaissance d'un groupe par rapport à une question. Avant de commencer sur les valeurs, c'est bien de savoir dans le groupe ce que c'est le groupe, etc. Donc là, si je veux faire émerger des représentations, des idées, je peux utiliser une médiation via la lecture d'images et je peux utiliser un photolangage. Ensuite, il y a une technique qui permet, quand vous avez un groupe, alors bon, pour les enseignants, peut-être en début d'année, par contre des animateurs ou éducateurs, si vous avez un groupe qui est nouveau, vous ne connaissez pas du tout le groupe, vous pouvez utiliser une technique qui permet, et qui marche très bien, de faire connaissance à un groupe nouvellement constitué, et on peut utiliser le jeu du bingo. Voilà, bon, je vous donnerai des exemples parce que je vous dis, j'utilise beaucoup ces techniques. Ensuite, vous avez, alors il y a d'autres techniques, il y a la carte heuristique aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, voilà, qu'on peut utiliser pour avoir une représentation visuelle sur un thème donné. Et je vous présenterai aussi une technique qui peut faire animer un débat. Donc moi, je l'appelle la technique du débat. D'ailleurs, c'est une technique. J'ai animé le grand débat quand il y avait des groupes du grand débat. J'ai animé un groupe pendant une journée et demie. Et donc, il y avait une technique que j'ai trouvée très intéressante au niveau de ce débat avec un groupe que je ne connaissais pas. Donc, je l'ai aménagé, je l'ai un peu retravaillé, cette technique du débat et je l'adapte avec des groupes et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, il faut être créatif aussi sur les techniques d'intervention, d'animation. Il y en a d'autres, mais je vais déjà vous présenter celle-ci et ensuite je vous présenterai les ateliers philosophie qui sont là plutôt, je dirais, une approche pédagogique et didactique en classe ou hors école, mais qui a vraiment là, il y a beaucoup de travaux de recherche sur les ateliers philosophie. Par contre, moi j'ai écrit quelques articles sur ces techniques d'animation à l'école pour justement travailler. Par exemple, j'ai mené des projets sur des photos fraternité, photo-laïcité. Vous voyez, j'ai créé avec des groupes d'étudiants des outils d'intervention. Mais il y a peu de travaux, on va dire, sur les techniques. Il y a des travaux sur la pédagogie active, mais je dirais il y a encore beaucoup de choses. Alors, il y a bien sûr, ça se développe, mais des choses à faire sur ces techniques. Alors, je vais donc vous présenter ces techniques. Alors, peut-être que vous les connaissez déjà, je m'excuse, ça va être répétitif, mais si vous ne les connaissez pas, je vais assez rapidement vous expliquer, puis vous dire un petit peu l'intérêt. Alors, la bague de Régnier, vous avez un groupe que vous mettez en U. C'est une technique qui a donc une finalité. La finalité, c'est de permettre à chacun de s'exprimer. Donc, vous donnez des items. Donc, vous allez par exemple donner 5 items. Par exemple, la citoyenneté nous permet de vivre ensemble. Deuxième item, la laïcité, c'est l'interdiction des religions. Vous voyez, vous mettez des items en fonction de ce que vous souhaitez aussi aborder avec le groupe. Donc, vous affichez ces items au tableau pour que les participants voient bien les 4 ou 5 items. Ensuite, vous mettez des colonnes avec l'initiale de chaque participant.
Et puis vous leur proposez moi je leur donne des post-it, hein. Après voilà, on leur donne, j'ai du matériel, donc j'ai une caisse de matériel et on leur donne des post-it de couleur. Donc les post-it de couleur permettent aux participants de prendre position, hein. Donc ça c'est très important. Par exemple le vert foncé, c'est oui je suis d'accord avec l'item. Le vert clair c'est oui mais, hein. Il y a une couleur qui est je ne sais pas. Donc ça permet la nuance, hein. C'est oui je suis d'accord, oui mais, je ne sais pas, non mais, non, hein. Et il y a aussi le joker, je ne veux pas me prononcer, hein. Donc c'est une technique qui va durer, ça peut durer de 30 minutes à 2 heures, hein. L'enseignant, alors quand je dis l'animateur, c'est l'enseignant, mais là, on va dire que l'enseignant, il a un rôle d'animateur, mais pas que, hein. Donc, il énonce, déjà, il explique bien, toujours pour les techniques d'animation, il faut expliquer le déroulement, le fait qu'il n'y a pas de jugement, que chacun peut s'exprimer, que les autres écoutent, hein. Donc les questions éthiques sont très importantes. Chacun s'écoute, pas de jugement, et chacun peut s'exprimer. Voilà, donc les participants se déterminent, hein, et donc, dénomination de chaque participant par une lettre de l'alphabet. Il faut énoncer les items de façon très claire, hein. Il faut que les participants comprennent très bien les items. Parce que si l'item, par exemple, la laïcité, c'est l'interdiction des religions, si les participants ne comprennent pas ce que veut dire l'item, il va y avoir des confusions. Donc, il faut bien s'assurer que les participants ont compris chaque item, c'est important, hein. Et puis, ensuite, donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que les participants se déterminent tous en même temps. Donc vous allez leur dire, premier item, la citoyenneté permet de vivre ensemble. Vous levez votre post-it. Et tous lèvent le post-it en même temps. Ce qui fait que si tout le monde, par exemple, met vert clair et moi je mets rouge, ça peut m'influencer. Je peux me dire, oh là là, si tout le monde... Mais là, comme tout le monde lève le post-it en même temps, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous vous positionnez, hein. Donc là, l'animateur va mettre au tableau les post-it de couleur, ce qui fait qu'à la fin des items, vous allez avoir une rangée de post-it de différentes couleurs, hein, avec toutes les nuances de positionnement. Donc il peut y avoir du vert, du rouge, etc. Donc vous allez faire ainsi pour tout. C'est ce que l'on fera pendant les 2 journées de formation, hein, donc à la fin de tous les items, lorsque tout le monde s'est prononcé, vous allez avoir un tableau avec des post-it de différentes couleurs. Et c'est là où l'animateur, hein, va donc débattre avec les participants. Donc vous pouvez demander à une personne du groupe en amont de prendre des notes et d'observer, hein, et de prendre des notes. Parce qu'il se dit beaucoup de choses dans ce genre d'activité et des choses importantes, intéressantes, hein. Alors, bon, moi je ne prends pas toujours quelqu'un pour la prise de notes, mais je note au tableau tout ce qui est dit, hein. C'est-à-dire qu'on va partir d'un tour de table pour chaque item. Et on va demander, bah tiens, là, Loïc, tu t'es positionné, tu dis non, mais est-ce que tu peux expliquer, donner tes arguments, hein. Donc on apprend aussi à argumenter et à se positionner. Donc chacun donne ses arguments, donc il faut noter au tableau tout ce qui se dit, hein, et cela favorise la discussion. Ça permet aussi de mettre le groupe en confiance, hein, quand on est à l'écoute et on ne juge pas, même si c'est complètement faux et que vous ne dites rien, vous ne jugez pas, vous notez tout ce que le groupe dit, hein. Voilà. Et l'enjeu de la bague de Régnier, qui fonctionne très bien. Moi, je l'utilise avec des maîtres de conférences et je suis étonnée de la pertinence de cet outil, hein, en fonction des publics. Donc, ça fonctionne très bien et c'est très riche parce que
on peut avoir des points de vue très différents et parfois même opposés, hein. Donc, c'est une technique donc, qui permet à chacun de se positionner, qui peut mettre en évidence la diversité des points de vue sur une même question, hein, et ce qui permet ensuite, bien sûr, d'approfondir, hein, la question. Je vous donne un exemple. J'ai eu des maîtres de conférences il y a peu de temps sur les techniques d'animation dans la formation. Et j'avais un maître de conférence en droit et il était chargé d'évaluation au tribunal il travaillait sur l'aménagement des peines. Et il a choisi comme thématique, faut-il laisser les personnes en prison ou faut-il mettre en place des peines de substitution, hein. Eh bien, les avis étaient très tranchés avec la bague de Régnier, mais la discussion a permis au final d'évoluer dans les représentations, hein. Par exemple, de comprendre qu'une peine de substitution, c'était bon, voilà, parfois plus efficace pour le suivi, etc. Donc on peut partir avec une idée sur un thème, peu importe le thème, et le fait d'écouter les autres, de se confronter au groupe, de se confronter à l'avis des autres, ça fait évoluer dans sa représentation, hein. Voilà, donc c'est une technique qui a pour avantage, l'avantage de la bague de Régnier, c'est l'expression de tous, hein, vous l'avez bien compris. Là, ce n'est pas le spécialiste de la peine de substitution qui parle, c'est tout le monde s'exprime. Ça permet de dégager des consensus ou des dissensus, hein. On peut par exemple, tous peuvent dire la laïcité, c'est l'interdiction des religions. Dans ce cas, il faudra reprendre, bien sûr. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le principe de la laïcité, hein. Donc, ça vous permet aussi de voir le positionnement d'un groupe. Ça permet de faire émerger aussi les représentations du groupe par rapport à une question. Alors, si on veut apprendre aux jeunes à débattre, argumenter, on peut aussi partir de thématiques de la vie quotidienne, hein. Je ne sais pas moi, faut-il rendre obligatoire le casque pour faire du vélo ou des choses qui ont trait à la vie en société, aux règles de la vie en société, etc., hein, au sujet des valeurs. Les limites, c'est le nombre, hein. Bien sûr, si vous avez 40 personnes, c'est beaucoup pour faire la bague de Régnier. Donc, il faut, je dirais, enfin, voilà, avoir 20 personnes, 20, 25, voilà. Si vous avez beaucoup de monde, il faut limiter les couleurs aussi parce que ça peut être très long, hein, voilà, donc c'est à adapter aussi avec les groupes. Donc ça, c'est pour la bague de Régnier. Alors, je continue. Après, si vous avez des questions, on y reviendra, hein. Donc, je vais maintenant vous parler de Philippe 6x6. Donc, Philippe 6x6, on l'a vu, hein, c'est une technique, je ne vais pas dans l'ordre. Bon, ça obtient une diversité d'opinions. Donc, c'est une technique qui a pour finalité de faire échanger et débattre les membres d'un groupe sur un sujet donné. Et le principe, c'est que vous mettez les personnes du groupe par 6 en groupe, hein, donc vous faites des groupes de 6. Alors après, vous pouvez adapter, bien sûr, si parfois moi je mets 4 ou 5, voilà. Mais normalement, c'est 6 personnes. Et ils travaillent en petits groupes, hein, et ils essaient d'apporter une réponse unique et précise, voilà, à une question donnée. Donc, il faut bien réfléchir en tant qu'animateur, enseignant, formateur à la question, hein, que l'on pose, parce que le groupe doit se mettre d'accord. Donc, ils vont échanger, hein, ils vont débattre pour arriver à une réponse unique et précise. Donc, ils doivent développer les compétences psychosociales, hein, c'est-à-dire échanger, s'écouter, argumenter, négocier. Et c'est une technique, alors moi je l'utilise beaucoup, hein, dans mes formations, parce que ça ne prend pas trop de temps dans la formation et ça permet de créer du débat. Donc c'est 6 minutes, ça dure 6 minutes l'échange, hein, donc ils sont par 6 minutes.
Donc, après les 6 minutes, il y a un rapporteur par groupe et le rapporteur fait une synthèse de ce qui a été dit. Et ensuite, moi, je pars de ce que les groupes ont présenté. Alors, ils peuvent présenter sur un support numérique, ils peuvent présenter sur un support papier, ils peuvent présenter oralement. Et ensuite, je reprends ce qui a été dit pour apporter des connaissances, débattre, vous voyez, voilà. Donc, sur les questions des valeurs, de l'esprit critique, c'est une technique qui fonctionne très bien, qui ne prend pas trop de temps. Alors, le temps d'animation, c'est 1 heure à 2 heures au total, c'est-à-dire qu'il faut déjà expliquer comment la technique fonctionne, mais après, s'il y a une habitude, voilà, moi, je sais que mes étudiants ont l'habitude, quand je dis on va faire un Philippe 6x6, je n'ai pas besoin de rappeler le fonctionnement, ils connaissent. Donc, il faut bien présenter la question, 3 minutes, réflexion de groupe, 6 minutes. Le rapport des groupes, on leur donne 6 minutes par groupe parce que c'est riche aussi de présenter ce qui s'est dit dans le groupe, d'expliquer comment le groupe est arrivé à un consensus. Donc, c'est 6 minutes de restitution. Et après, en général, débat de 5 à 10 minutes après chaque rapport de groupe. Mais ça, c'est à vous à voir. Ça peut être après chaque rapport ou à la fin de tous les groupes. Voilà, donc l'avantage. Alors l'avantage du Philips 6x6, ça permet d'interroger un groupe de moyenne importance. Moi, je forme des professeurs, des écoles, vous le savez, et je les forme à ces techniques qui ensuite les professeurs les mettent en œuvre et ça fonctionne très bien avec des enfants, dès même le cycle 1. Surtout à partir du cycle 2, cycle 3, mais ça fonctionne très bien dans le premier degré. Ils sont tout à fait capables et les professeurs stagiaires que j'ai sont étonnés de la richesse de production de groupes d'élèves. Donc, ça permet aussi l'avantage de forcer la négociation. Donc, de débattre et d'arriver à se mettre d'accord, à trouver du consensus au sein d'un groupe. Et ça discute en général, et puis 6 minutes, donc il y a toujours le gardien ou la gardienne du temps. Moi, je leur demande que quelqu'un gère le temps. Et ils sont toujours étonnés que 6 minutes, ça passe aussi vite, parce qu'il y a vraiment toujours beaucoup de choses à dire. Et ça permet de faire émerger de nouveaux questionnements aussi, parce que par l'échange, il peut y avoir des choses qui émergent. Alors, par contre, ça nécessite de la part de l'animateur ou de l'enseignant un sens de la régulation, bien sûr. Parce que là, vous ne pouvez pas préparer votre intervention. Vous voyez, quand c'est transmissif, vous savez bien ce que vous allez dire. Là, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont émerger. Donc, sens aigu des échanges, de la régulation des échanges, de la maîtrise du temps aussi, pour permettre à chacun de s'exprimer. Voilà, donc ça, c'est une technique qui fonctionne bien en petits groupes et qui permet de varier aussi. Alors, bien sûr, sur les valeurs, les questions, on verra au mois de septembre. Vous pourrez déjà réfléchir à des questions qui peuvent être posées. On peut poser beaucoup de questions, l'égalité homme-femme. Voilà, faut-il respecter les règles? À quoi sert une règle? Enfin, on peut poser énormément de questions en lien avec la citoyenneté, les valeurs, la laïcité. Alors, la technique suivante, le photoformation. Le photoformation, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Alors, il en existe. La MGEN en a fait un ça a été beaucoup utilisé au départ dans le domaine de la santé, les photoformations. Nous en avons fait un dans Profedus, je vous l'apporterai au mois de septembre, Profedus. C'est un outil de formation qui a été fait par Santé publique France, donc dans le domaine de l'éducation à la santé. Vous l'avez peut-être, si vous avez un IREPS à Pau, vous devriez l'avoir, mais sinon je vous en apporterai un. Donc il y a une photoformation.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi créer des photos formations, au contraire, avec des jeunes, hein. Ils peuvent très bien faire des photos sur un thème. Et puis, voilà. Alors, la technique, euh, l'objectif, c'est de faciliter l'expression et la communication du groupe, hein, comme les autres techniques d'ailleurs. C'est à mettre à jour aussi les présupposés, les attentes, les représentations des personnes. Euh, voilà, parce que si par exemple, Prophédus, c'est sur la santé, mais si je demande pour vous, qu'est-ce que éduquer à la santé, par exemple, vous choisissez une photo qui représente le mieux ce qu'est pour vous l'éducation à la santé, on voit que quelqu'un va prendre une petite feuille en train de germer, un autre, c'est très varié, en fait, c'est très personnel, mais peu importe, mon objectif, c'est d'aller vers l'émergence des représentations et puis ensuite d'aborder ce qu'est le concept, hein. C'est aussi mettre à jour ses propres conceptions, hein, la photo. Euh, Ça peut être aussi aborder et mettre à jour la complexité d'une notion via les photos, la médiation de la photo, hein, ou d'un chant, d'un concept. Lorsque l'on a fait le photo fraternité avec les étudiants, ils ont mis beaucoup de temps, hein, ça a pris du temps à choisir les images. Il y avait des images qui étaient assez étonnantes, mais voilà, donc c'est bon, bien sûr, là, je ne fais pas d'approche théorique, mais par exemple, Roland Barthes a beaucoup écrit, hein, sur la sémiologie. Donc la photo représente au niveau, euh, c'est un outil de médiation, mais une photo représente, bien sûr, au niveau symbolique, beaucoup de choses. Donc voilà. Après, ça permet le photoformation d'intégrer ou d'intérioriser des acquis. On peut très bien l'utiliser avant une formation ou pendant ou à la fin pour vérifier si à la fin d'une intervention, grâce aux photoformations, plutôt que de dire je vais vous évaluer ou je vais faire un tour de table pour voir si vous avez retenu ce que j'ai dit, on peut très bien faire un photoformation, ce qui permet de voir s'il y a une évolution de la perception d'une notion, hein. Donc ça permet d'intégrer, d'intérioriser les acquis, de travailler à la réflexivité et puis de mettre en évidence les changements dans les connaissances et les compétences. Parce que je peux très bien faire une photoformation à un temps T et en faire un à la fin d'une intervention et je vais voir s'il y a une évolution des conceptions, hein. Voilà, donc ça dure quand même un certain temps, hein, le photoformation. Donc on va dire que le temps, bon, ça dépend des contextes, bien sûr, des objectifs, hein, mais euh, on va dire 10 à 15 minutes pour fixer les objectifs, bien expliquer comment ça va fonctionner, hein, parce que il faut que chacun choisisse une photo, revienne à sa place. Moi, je leur demande d'écrire pendant 3 minutes en silence pourquoi ils ont choisi, hein, la photo. Ensuite, ils écrivent. Ensuite, chacun, on fait un tour de table. Chacun montre sa photo et s'exprime, explique. Alors moi, je note tout, bien sûr, hein, donc explique pourquoi il a choisi la photo. Et en général, par rapport à une notion ou un concept, lorsque tout le monde s'est exprimé, je vais à peu près, en général, je retrouve les thématiques que je veux aborder, hein. Donc à partir de ce qu'a dit le groupe, je peux faire une synthèse et approfondir les notions, hein. Et c'est motivant parce qu'il y a une implication soit des élèves ou des étudiants. Alors, euh, prise en compte des représentations initiales, hein, donc le choix de la photo, on va dire que ça prend à peu près 1 heure. Choix des photos, écriture euh, des arguments, pourquoi j'ai choisi cette photo, présentation orale de la photo, synthèse, c'est minimum 1 heure, hein. Voilà. Alors, pour le nombre de photos, en général, c'est minimum 30, hein, on peut dire 30 à 50. Mais ça peut être une activité que
vous pouvez faire avec des jeunes de la cité. Hein. Ils peuvent très bien construire un photolangage voilà, qui soit utile dans la cité, auprès de... Hein, là aussi, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait pour la photofraternité. Les étudiants qui ont créé le photolangage ont formé ensuite d'autres étudiants. Hein, et ça a valorisé leur travail. Et voilà, donc ils l'ont utilisé après auprès d'élèves, avec leurs parents. Hein, donc il y avait des accompagnatrices qui étaient venues, des mamans, et donc ça a été utilisé auprès d'usagers. Voilà, donc ce que je peux dire du photoformation. Alors, au niveau des objectifs du photoformation, il y a plusieurs objectifs. On peut, premièrement, ça peut être faciliter l'expression et la communication. Hein, donc, c'est une photo, un outil de médiation. Vous avez un groupe, vous voulez qu'il s'exprime sur, je sais pas moi, l'égalité filles-garçons ou le harcèlement à l'école. C'est pas facile. Hein. Et si vous demandez comme ça, parlez-moi du harcèlement, voilà, ou si vous faites, vous, une intervention théorique sur le harcèlement, c'est pas certain que ce soit très efficace. Donc, on peut utiliser la photo pour faciliter l'expression et la communication sur une thématique en lien avec les valeurs. Hein. Voilà, donc ça favorise l'expression, il y a une dynamique de groupe, ça favorise l'expression personnelle et les échanges, hein, bien sûr. Ça permet aussi de travailler la connaissance de soi, hein, parce qu'on voit que chacun choisit une photo en général et qui le touche. Voilà. Après, on peut... bon, j'ai déjà dit tout ça, donc on peut creuser une problématique, etc. Donc vous pouvez l'utiliser à différents moments, hein, ce photoformation, pour aborder les valeurs. Alors, les avantages, ça permet d'aborder des questions, hein, comme je l'ai dit, parfois des questions un peu sensibles, hein, des questions vives, tout en prenant en compte la spécificité que chacun entretient avec cette problématique. Et bien sûr, les limites, mais comme les autres, je dirais les autres techniques, elle ne doit pas être utilisée seule, mais elle s'articule avec d'autres, bien sûr, d'autres modalités de formation. Hein. Et il ne s'agit pas de s'arrêter à l'expression des divers regards portés sur la question, parce que sinon, on ne serait pas dans une action d'éducation, on serait dans une animation, on va dire. Hein. Donc, on ne va pas s'arrêter à cela, mais on construit bien des compétences et des connaissances. Enfin, on reviendra aux connaissances et aux compétences dans une intervention suivante. Alors, le blason, je vous ai dit le blason, hein, ça favorise l'argumentation. Alors là aussi, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Hein. Le blason, moi, pendant quand même les dernières années, je leur donnais du paperboard hein, avec à dessiner un blason, hein, donc 4 cases et puis un blason pour mettre dans la pointe les mots-clés ou des smileys, j'aime, je n'aime pas. Maintenant, avec le numérique, moi je me rends compte que beaucoup d'étudiants font leur blason sur leur ordinateur et le projettent. Nous avons des TBI, donc tout dépend aussi de votre matériel. Hein. Ça peut se faire aussi de façon numérique. Ça permet d'intégrer le numérique dans les pratiques. Alors le blason, ça sert à quoi? Ça permet, donc chaque participant, vous donnez un blason, ou en tout cas il le dessine, hein, et vous leur donnez 4 critères. Et ils doivent compléter les critères. Hein. Donc par exemple, je sais pas, si je dis citoyenneté, bah, il peut y avoir un premier critère sur les situations dans lesquelles la citoyenneté est mise en œuvre. La deuxième, c'est les freins. Vous voyez, donc vous donnez un critère pour chaque case, en expliquant bien chaque critère pour que le groupe comprenne bien à quoi correspondent les critères. Donc la laïcité, ça peut être une case sur
Enfin, bon, voilà, il faut réfléchir. On le fera au mois de septembre, donc je préparerai bien sûr des activités, mais vous pouvez aussi y réfléchir, hein. Vous pouvez bien sûr apporter des propositions. Moi, je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Donc, en général, c'est 15-20 personnes qui peuvent travailler seules ou en sous-groupe pour un temps d'échange, hein. Donc, moi, en général, je les fais travailler en sous-groupe, mais on peut très bien donner un temps personnel de réflexion sur les critères, hein. Chacun prend, par exemple, 5 minutes pour réfléchir seul sur les critères et ensuite travaille en groupe par 4 ou 5 pour échanger, hein, mutualiser, confronter ses connaissances et pour compléter, donc on complète, hein, on écrit dans chaque case les éléments, hein. En général, c'est toujours très riche, hein. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur l'éducation à la santé, donc quand je leur demande, je sais pas moi, des exemples d'activités en éducation à la santé, eh bien, je retrouve projet, je retrouve la notion de projet, le travail en partenariat, le parcours, enfin, tout ce que je veux abordé dans le cours, en général, émerge avec le blason, ce qui me permet après, moi, je repère les, les personnes et je peux leur demander d'intervenir, hein. Si quelqu'un a parlé d'un projet mis en place, je vais dire, bon, pour la notion de projet, est-ce que vous pouvez donc, ça permet comme ça de repérer des connaissances, des compétences, un vécu, hein, des expériences. Et là, c'est Edgar Morin, hein, qui a écrit sur cela. Il n'y a pas que à l'école où l'on apprend, on peut apprendre aussi dans son quartier, dans sa famille. Donc on peut partir aussi de ce que l'enfant, le jeune, l'adolescent a pu aussi apprendre, découvrir ou voilà. Donc quoi dire d'autre? Donc on présente les finalités de la séance. Chaque participant, chaque groupe doit compléter le blason qui lui est remis, hein, ou alors qu'il va concevoir, et de façon à le présenter dans un second temps au groupe. Donc ça, c'est aussi, ce sont des techniques d'animation qui permettent de développer la compétence de savoir communiquer de façon interpersonnelle, savoir communiquer en groupe, hein, ce que j'ai abordé dans une autre conférence, savoir coopérer, savoir résoudre des problèmes, tout ça, on le mobilise. Et donc le groupe présente son blason, hein. Parfois c'est assez drôle parce que il y a une originalité parfois dans la présentation des blasons. Donc chacun présente le blason. Ensuite, il y a un temps d'échange avec le groupe et avec l'enseignant qui anime. Et parfois, c'est très riche aussi, hein, parce qu'il y a des questionnements. Et voilà. Donc, les avantages du blason, c'est de permettre l'expression, d'identifier les représentations et ou les connaissances. Hein, ça, c'est important aussi, les connaissances, pas que les représentations. Faciliter les échanges, la créativité aussi, si par exemple on leur demande de dessiner des symboles, etc. Les limites, c'est qu'il faut bien expliquer les critères que vous donnez. Hein, s'il y a 4 critères ou 2 critères, avec des petits en cycle 1, 2 critères suffiront. Ça peut être aussi des dessins parfois adaptés, hein. Et bien sûr, il faut penser la construction des blasons en amont. Voilà. Alors, j'ai parlé aussi du bingo. Alors, le bingo, c'est simple. Je le ferai quand je viendrai au mois de septembre, hein. Le bingo, donc soit je connais les participants et je peux, par exemple, envoyer un questionnaire à l'avance pour avoir quelques informations sur les participants. Et dans ce cas, je vais créer une grille avec 25 cases, hein, 5 horizontales, 5 verticales, et je mettrai un critère dans chaque case, sans mettre le nom de la personne, mais je vais mettre le critère, hein. Par exemple, je ne sais pas, si je vous demande vos lobbies, si quelqu'un met j'adore le foot, je vais mettre foot, ou si quelqu'un, je sais
pas, enseigne l'anglais, voilà. Donc il faut que ce soit des critères uniques, bien sûr, hein, parce que s'il y a 15 profs d'anglais, ça ne va pas aller. Donc on va mettre des critères dans chaque case. Et c'est un peu un brise-glace, hein, c'est la technique du brise-glace quand vous avez un groupe et que les personnes, parce que sur la citoyenneté, la laïcité, ça peut être dans un groupe qui ne se connaît pas toujours évident de s'exprimer sur la question. Donc cette technique, hein, du bingo, on va l'utiliser au départ pour briser la glace. Donc soit j'ai les critères et je remplis mes cases, et avant on commence la formation, les personnes se lèvent et doivent deviner qui est qui, hein, donc mettre des noms dans les cases et de dire bingo quand la case est remplie, ou alors on peut trouver d'autres méthodes pour remplir ce bingo. L'objectif, c'est vraiment que les personnes se découvrent et ce n'est pas le tour de table classique, hein. Voilà, alors j'accélère un petit peu. Donc la carte heuristique, je vais aller vite, hein, c'est la carte mentale, mind map. Donc ça, c'est une technique et vous pouvez avoir des logiciels, hein, de visualisation. Donc vous partez d'une thématique et puis à partir, par exemple, d'un brainstorming, vous pouvez, par exemple, laïcité, avoir tous les termes que le groupe va dire, je sais pas moi, règles, religion, voile, etc. Donc, je vais faire une mind map pour représenter visuellement une thématique, hein. Après, je peux approfondir tel ou tel. Donc, ça peut prendre un certain temps. Cette année, j'ai des étudiants qui ont travaillé avec leurs élèves sur une représentation mentale sur la laïcité et ça a très bien fonctionné, hein. Je vous la montrerai, voilà. Donc ça, c'est carte mentale, mind map, qui est une technique qu'on utilise. Après, il y a des techniques très basiques du post-it, hein. Donc post-it, vous lancez une question et puis les participants écrivent une idée par post-it. Vous collez les post-it sur le tableau et vous en faites voilà, au tableau. Après, ça vous permet de regrouper. Moi, j'utilise beaucoup, hein, et de partir des différentes notions. Alors, je vais aller assez vite sur les ateliers philo puisque on a une intervention ensuite, hein. Donc, voilà, je vous ai présenté un certain nombre de techniques d'animation que je mettrai en œuvre quand je viendrai au mois de septembre sur la laïcité et les valeurs qu'on pourra donc travailler en groupe et pour les vivre en présentiel. Une chose aussi sur la philosophie chez les jeunes, qui est une aussi technique d'animation, mais peut-être plus liée à une discipline, hein. Alors, les philosophes et les chercheurs en philosophie chez les enfants, hein, il y a beaucoup de travaux, je vous donnerai, vous pourrez lire dans mon document, il y a une chaire UNESCO, etc. Donc, vous avez quand même un certain nombre de philosophes qui défendent l'idée que transmettre des valeurs est difficile, hein. Donc, il faut commencer tôt. Il faut commencer le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que la philosophie, réfléchir à le bien, le mal, la justice, ça demande du temps, de la patience, de la régularité. Et donc, pour pouvoir patiemment essayer de parvenir à la pensée critique, on va donc très tôt outiller l'enfant à cette pensée philosophique, à acquérir des habiletés aussi pour penser, pour argumenter, pour s'outiller, hein. Voilà, donc je vous mettrai la référence d'un documentaire, ce n'est qu'un début, vous l'avez peut-être vu, 1 heure d'atelier philo par semaine, qui a été diffusé en 2010 et qui montre des ateliers philo, hein. Alors c'est une pratique qui se développe beaucoup, hein, sous des formes très diverses, partout dans le monde d'ailleurs, hein. La première chaire UNESCO, elle date de 2016, donc c'est assez récent, hein. Mais ça commence dans les années 1970 avec Mathieu Lippmann. Michel Tosi, vous aurez les références, qui est philosophe, qui a beaucoup travaillé sur la question, hein.
présente les compétences de l'animateur, du professeur, hein, lorsqu'il anime des ateliers philo. Donc il y a beaucoup de travaux sur les compétences des professeurs, mais aussi en matière de laïcité. Vous avez dû voir le rapport Aubin qui vient de paraître, hein, je vous le mettrai dans les documents attachés. Donc on vient d'avoir un rapport remis au ministre de l'Éducation nationale sur la formation, sur le référentiel de compétences. Donc on est vraiment dans les, je dirais, dans la thématique, et ce que l'on fait, ça correspond tout à fait à ce qui est dans le rapport, hein. Donc outillé. Mais pour mener des ateliers de philosophie, Michel Tosi a beaucoup écrit, et je vous invite à lire ses travaux, hein, parce que ça ne se fait pas, il dit, c'est pas un café du commerce, hein. Donc ça nécessite de conceptualiser, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire bonheur, justice, amour, hein. Donc il faut utiliser des définitions, des distinctions, pas uniquement faire parler les élèves, hein, mais revenir à des notions précises avec une exigence, dit-il, de clarté et de précision, hein, refus des idées vagues et confuses. Donc il faut être très au clair soi-même sur les notions. Il dit qu'il faut aussi problématiser, il faut questionner ce qui semble évident, saisir les différentes thèses qui s'affrontent, et ça exige une ouverture d'esprit, hein, donc de la part de l'enseignant qui anime. Et il faut aussi argumenter, donc il faut savoir argumenter et apprendre à argumenter. Donc qu'est-ce qui permet de défendre cette idée? Pourquoi je défends cette idée? Il faut arriver à construire un raisonnement convaincant, hein, avec une exigence de rationalité. Voilà, donc il dit qu'on ne peut pas philosopher sans texte, sans médiation culturelle, hein. D'où, vous verrez dans mon texte, hein, que les philosophes, enfin les chercheurs qui travaillent sur les ateliers de philosophie ont beaucoup écrit sur la médiation par la littérature jeunesse, la médiation par les arts, par le cinéma. En littérature jeunesse, il y a énormément d'ouvrages, hein, il y a une éclosion, on va dire, d'ouvrages sur la philosophie chez les jeunes, tant mieux, hein, et des albums jeunesse qui abordent de façon complexe des questions complexes. Bon, par exemple, il y a Yacouba, Une histoire à 4 voix, Le diable des rochers. Donc, ce sont des ouvrages avec des dilemmes moraux, qui nécessitent d'argumenter. Il y a beaucoup de collections sur la beauté, la laideur, le beau, et l'art, c'est quoi? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est mal? Enfin, voilà, il y a les petits philosophes, il y a Philéas, Autobut, il y a énormément de publications, hein, voilà, avec tout l'intérêt d'utiliser. Alors, il y a aussi des ouvrages sur la mythologie grecque, hein. Il y a par exemple l'Anneau de Gygès, d'après l'œuvre de Platon. Donc, des ouvrages qui permettent aux enfants d'aborder des notions. Voilà, donc vous aurez toutes ces références, hein, dans mon texte, pour si ça vous intéresse, hein. Alors, il y a aussi la chaire UNESCO, vous pourrez vous y reporter, hein, il y a beaucoup de publications dans le domaine. Voilà, donc je vais donner la parole, je ne le vois pas, hein, peut-être pour qu'il complète, puisqu'il y a des ateliers philosophiques qui se sont mis en place sur le territoire. Donc je pense que c'est intéressant d'entendre, de vous entendre, hein, en parler. Abel Kouvoiement. Abel Kouvoiement. Voilà. Et après, ben, je finirai. Alors, après, on reviendra peut-être pour les 2 journées en présentiel, je dirai un petit mot. Mais je vous laisse la parole. Merci. Merci, chers collègues. Alors, je ne veux pas aller dans les détails, puisque tout à l'heure, on m'a dit par Madame Escart de ne pas aller dans les détails, mais je vais me rappeler le contexte. D'abord, je suis de formation, philosophe de formation dès le départ, avant de faire de l'anthropologie par la suite. Et j'ai fait donc mes études à Clermont-Ferrand et à la Sorbonne avec monsieur Claude Paulin. Alors, l'idée, c'est que quand madame pense assez peu
m'a demandé avec le monsieur Sambussi de pouvoir présenter quelque chose dans le cadre du projet au Collège Jean d'Albret. Je ne prends qu'un seul aspect, c'est que nous avons mis en place une conception globale, l'approche systémique qu'utilise Edgar Morin, qu'on ne peut pas comprendre l'élève si on ne le situe pas dans son environnement à la fois scolaire, familial et de copains. Donc, nécessairement, les parents interviennent de manière indirecte ou directe. Ça, c'est le travail des CPE. Alors, quand tu m'as demandé cela, j'ai demandé à Mme Ponce et au président d'Albret qu'on puisse, vous en avez parlé, qu'on mette en place d'abord un groupe restreint de 25, plusieurs groupes de 25 personnes. Alors, le premier thème que j'ai choisi, c'était « Qui suis-je » Au lieu de dire l'identité du « Qui suis-je » avant de faire la philosophie. Donc, par rapport à cela, dans la salle de 25 personnes, vous avez aussi signalé cela, j'ai mis les tables en demi-cercle où les gens se regardent, les élèves se regardent, et j'ai commencé à élaborer un document que j'ai envoyé à Mme Ponce et à tout le personnel scolaire avec les questions suivantes. Qui suis-je? Il y a 6 items. D'abord, masculin, féminin, la ville, le quartier, le département, la région, le pays, le continent. Et faisant donc ce dispositif, on a mis en place des demi-cercles, un demi-cercle, donc 5-6 élèves par table, de groupe restreint. J'ai utilisé la dynamique des psychosociologues de Anzieux et sur la dynamique des groupes restreints de Carl Rogers pour dire qu'ils doivent travailler en groupe. Et à l'intérieur, donc ces groupes structurés de telle sorte qu'il y a des groupes où il n'y a que des filles, 6, des groupes où il n'y a que des garçons, et des groupes mixtes, genrés, garçons-filles. Et une fois que j'ai exposé ce que c'est que l'identité, qui suis-je, bien sûr, je me suis mis en scène comme les autres membres de le CPE. On s'est mis en scène. Vous dites, bon, vous, comment vous regardez à partir de là, dans les petits groupes, avec des feuilles, en choisissant une ou un responsable de groupe, de prendre ces items que nous avons dégagés pour qu'ils puissent ensuite discuter entre eux. Bien sûr, on passe de table de petit groupe en petit groupe. Et une fois qu'ils ont dit chacun de quel, bon, je suis féminin, je suis homme, garçon, fille, telle ville, ils ont regroupé au sein de leur petit groupe leur ville d'appartenance ou la campagne, le village, etc. Et ensuite, nous les écoutons tour à tour. Donc, bien sûr, ça prend 1h30, hein, le temps. Donc, ces différents ateliers et groupes, ils viennent se restituer devant tout le monde. On écrit au tableau et ils ont aussi des feuilles. Ils ont écrit sur des feuilles et ensuite, à la fin, j'ai marqué groupe 1. Bon, je faisais un jeu d'esprit, G1, G2, G3, G6, et comme ça, il y en a qui disaient G7. Il y en a qui ont fait allusion déjà au G7 qui s'est réuni il n'y a pas longtemps. Donc, elle fait un jeu d'esprit comme ça, un jeu de rôle de ce genre, et si bien qu'ils étaient intéressés et chacun prenait la parole, même ceux qui ne voulaient pas parler, et ils s'arrangeaient pour venir exposer leur situation. Donc, qui suis-je? Je suis, et ils répondent ou elles répondent, je suis une fille, j'habite Pau, j'habite l'Escar, je suis dans tel quartier, et ainsi de suite. On a mélangé à la fois ceux qui habitent des quartiers dans la ville, hein, du nord, du sud de Pau, de l'est, et comme ça, on arrive à faire dialoguer entre eux les enfants. On a pris les classes de 6e et puis de 3e. Hein. Il fait donc plusieurs ateliers de ce genre, mais c'est pendant les heures que je suis choisi par l'établissement. Et c'est comme ça que chaque groupe venait restituer, et ce n'est qu'après, je peux maintenant introduire
qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la tolérance, qu'est-ce que la tolérance et vivre ensemble. Et ensuite, des exemples que je prends, parce que ces techniques, Madame Pierre, vous avez fait allusion, j'étais dans la commission avec Lippmann en 1995. Nous avons fait un rapport sur la philosophie pour les enfants. Parce qu'au Congo, j'avais déjà, grâce à l'UNESCO, mis en place un programme de philosophie, puisque la philosophie commence dès la seconde. Au Congo, au Bénin, et donc j'ai élaboré le programme de philosophie du Congo depuis les années 90. Voici donc, et puis on a fait un manuel interafricain de philosophie avec des collègues philosophes venant de la France. Donc c'est cette commission de l'UNESCO qui est maintenant mise en place, la chaire, mais j'ai un travail depuis longtemps. Mais on n'arrive pas en France à faire commencer la philosophie en seconde. Il y a eu beaucoup de blocages. Bon, voilà donc comment progressivement ce thème, il n'y a plus donc vivre le qui suis-je, et puis maintenant il y a la philosophie, la tolérance, il y a ensuite d'autres thèmes que le bonheur, la liberté, la laïcité, toutes ces questions, on les met en pratique et on joue le rôle de situation. Alors pour compléter ce travail, nous faisons intervenir également des ateliers de théâtre. Alors pour que ce soit mis en scène, donc il faut qu'il y ait un suivi avec le groupe qui a fait le théâtre de l'imaginaire. Donc on travaille en dynamique avec d'autres groupes, Info Droit, etc. C'est pour cela que ce n'est pas seulement l'atelier philosophique en soi qui doit être pris en compte, mais le travail de mise en parallèle, ce qu'on fait ensemble avec les autres pour qu'il n'y ait pas de répétition ou de problèmes de ce genre. Et c'est toujours centré sur l'élève. L'élève, c'est important, sinon on fait la dynamique la pédagogie un peu non directive, mais il faut que ça soit centré sur l'élève, si ce n'est que sur l'enseignant ou sur l'animateur, mais on fausse tout. Voilà, résumé, ce qui a fait. Peut-être que si vous laissez la parole à Madame Ponce, elle est dans la salle, enfin dans la salle virtuelle, oui, qu'elle puisse compléter la partie pratique au niveau de l'école. Voilà, j'ai synthétisé, hein, mais c'est des documents. Voilà. Alors, la technique que nous utilisons, vous les avez très bien décrites là au niveau de la pédagogie, c'est le Philips 6 sur 6 qu'on utilise. Il y a le jeu de rôle que nous utilisons, il y a le bac de Régnier que nous utilisons, donc, la photo langage qui va arriver cette année, nous n'avons pas trop mis de photos. Donc, nous sommes un peu des cuisiniers et nous prenons des ingrédients à droite et à gauche et nous adaptons en fonction de nos personnalités, des objectifs, de ce qui a été fait à l'école, des problématiques que nous avons diagnostiquées, nous, durant le temps scolaire, à l'extérieur ou dans des classes. Et à ce moment-là, on fait des brassages et nous traitons les sujets. Donc, pour nous, la philosophie nous a semblé indispensable. Moi, j'étais à l'origine professeur des écoles et je le faisais, c'est vrai, l'atelier philosophique au niveau des maternelles et pour faire travailler les compétences langagières, pour faire travailler pour la tolérance et l'écoute. Donc, on utilisait le bâton de parole pour que les enfants puissent s'exprimer. Et il y avait aussi un responsable du temps à cette époque-là où je mettais un sablier. Donc, tous les enfants participaient aisément. Pour les élèves que nous avons, vous avez parlé d'entrée de texte de l'écrit pour la philosophie, mais nous avons la majorité des élèves qui ne sont pas rentrés dans le monde de l'écrit. Donc, les mettre dans situation de l'écrit est déjà une problématique. Donc, nous sommes bien obligés d'abord de passer par l'oral et de montrer que l'oral est en correspondance avec l'écrit pour les amener à rentrer dans le monde de l'écrit, puisque ce sont la majorité des élèves sont des lecteurs, moi je dirais, qui ne rentrent pas dans l'implicite, qui sont à un niveau intermédiaire. Donc, leur niveau de connaissance est est très superficiel et dès qu'on approfondit, il faut faire attention, on est extrêmement vigilant sur le type de questionnement qui va émerger dans chaque individu, de façon à ne pas créer un conflit cognitif ou aggraver des situations ou éveiller des situations, parce que là, vous en avez parlé très bien dans votre pédagogie, notamment dans les jeux de rôle ou du vécu, de faire ressurgir des expériences négatives
qui n'ont pas lieu d'être, de ressortir dans cet atelier et qu'il faut traiter à côté. Et il y a un travail qui est fait avant l'atelier et un travail qui est fait après. Il y a toujours un continuum, ce qui fait que moi, ma collègue et moi, ma collègue a une maîtrise en philosophie, nous sommes le fil conducteur et on continue à discuter en dehors de l'atelier avec les jeunes. Et là-dessus, après, on fait un rappel avec M. Kouvouama. Et quand il revient, on a tenu compte de l'évolution des représentations des jeunes, en tenant compte aussi de leur état d'esprit, parce que leur état d'esprit est aussi fluctuant d'un jour à un autre et d'une heure à une autre. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on dit qu'on prend le jeune dans sa globalité. C'est dans sa globalité de fonctionnement cognitif et état psychologique. Voilà. Et dans l'environnement et dans les interactions. Voilà, c'est une approche, je veux dire, pluridisciplinaire. C'est pour ça que les associations qui interviennent avec nous, Infodroit, les Chevaliers de l'Imaginaire, là, on va mettre un designer qui va arriver. Nous allons avoir aussi une association au niveau scientifique, parce que je veux qu'il y ait un pôle littéraire et un pôle scientifique. Il y a des gamins qui sont plus attirés par la science, mais la science mène aussi à la philosophie, à des questionnements. Donc, nous sommes en train d'agrandir ce projet au niveau du collège Jean d'Albret pour aider ces jeunes à se comprendre, à comprendre le monde dans lequel ils vivent et à avoir des relations saines entre eux et à vivre ensemble, mais en partageant des valeurs et pas côte à côte. Très bien. D'accord, merci pour ce témoignage. C'est très intéressant. Donc, effectivement, je pense que c'est riche et c'est bien de mutualiser aussi. Et vous l'avez dit, en effet, que moi j'aime bien le fait de dire déjà travailler sur l'identité, savoir pour le jeune d'où il est, s'interroger. Voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir cette approche systémique, comme vous l'avez dit, bien sûr, parce que transmettre des valeurs, ça ne va pas se faire comme ça en un coup de baguette magique, ça serait trop simple. Donc je pense qu'il faut vraiment que ça s'inscrive dans la durée, qu'il y ait une mobilisation, mais que ça se fasse aussi dans l'écoute, le dialogue, tout en étant ferme sur certains points, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Donc ça nécessite aussi pour les jeunes de bien réfléchir à l'identité, mais aussi à la notion de règles, à la notion de vivre ensemble. Voilà, et les techniques d'animation, d'intervention éducative, je dirais, active, sont riches pour, comme vous l'avez présenté. Puis, bon, vous m'avez dit que vous les utilisez, donc je pense bien que beaucoup utilisent ces techniques. Effectivement, de toute façon, tous les travaux l'ont bien montré que ce sont des techniques qui permettent de faire évoluer aussi les représentations, ses propres représentations, et puis d'aller. Alors, en tant qu'enseignant, je dirais, il y a quand même, je disais, le rapport au bain, dans les compétences que les enseignants, là, on travaille sur les référentiels de compétences. Il y a effectivement permettre l'expression, etc. Mais l'enseignant a quand même pour souci de transmettre des connaissances et de développer des connaissances. Donc, des compétences et des connaissances. Donc, ça, faut pas l'oublier. Bien sûr, les techniques de pédagogie active, je dirais qu'elles ne remplacent pas le cours. Elles s'imbriquent et ce sont je crois que la pédagogie et les interventions, elles doivent être de différentes natures. Mais alors, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais la notion de projet aussi en tant que technique, alors c'est pas une technique d'animation, mais c'est une technique d'intervention pédagogique. Bien sûr, travailler en projet, ça sera beaucoup plus porteur, motivant. Et ça, travailler en projet, il y a énormément de projets possibles. Je pense une année où j'avais fait travailler des professeurs des écoles qui ensuite ont travaillé avec leurs élèves, c'était raconter des histoires. Donc on commence par Il était une fois, et puis les enfants doivent continuer le récit. Et ils avaient fait des petites histoires. Et en fait, ils avaient conçu un petit ouvrage chacun, et c'était très riche. Parfois, c'est peut-être encore mieux de leur demander d'écrire une histoire
ou d'inventer une histoire que de leur amener un album, jeunesse, tout dépend, hein. Je crois que là, il faut vraiment être créatif aussi soi-même quand on intervient auprès des publics, innover et voilà. Mais en tout cas, on voit bien que pour la transmission des valeurs, la laïcité, etc., et vous avez bien compris mon approche, hein, on pourrait dire, ben, c'est comme ça, on fait un cours et voilà, il n'y a rien qui se discute, il y a des choses, bien sûr qu'il y a des choses qui ne se discutent pas, mais il faut en comprendre le sens, hein, sinon on peut avoir même des blocages et du rejet par rapport aux valeurs, hein. Alors on peut toujours dire il faut partager les valeurs, mais s'il y a un rejet, ce sera difficile. Donc il faut vraiment faire comprendre le sens et dès le plus jeune âge. Enfin, Madame, Madame Piaget, j'ai oublié de dire que ce que je fais, c'est une partie de ce qui est fait au Collège Jean d'Albret. C'est qu'on fait aussi une formation pour les AED et les personnels de la vie scolaire, à part, avec M. Éric Margne, des sciences de l'éducation et celui qui est au STAPS. Voilà, donc c'était juste l'aspect que j'ai pris. Donc il y a d'autres formations. Et on a prévu des ateliers avec M. Rottier, qui est le professeur du lycée Louis Barthou, qui est avec qui nous travaillons. D'accord, très bien. C'est une cité éducative dynamique. Oui, merci. Madame Pierre, je me permets de vous interrompre. J'ai dû m'absenter quelque temps, donc je ne sais pas si vous avez abordé la question de la technique du débat que vous avez utilisée sur les grands débats. Non, j'en ai pas parlé. Alors, je peux en parler rapidement, hein. La technique du débat, donc c'est un peu la technique de l'entonnoir, hein. La technique du débat, là, quand je l'ai animée, c'était 1 journée et demie avec un groupe, hein. Donc, les personnes étaient tirées au sort, donc les personnes ne se connaissaient pas, et c'était sur des thématiques. Moi, j'avais la thématique environnement, développement durable. Il y avait la thématique citoyenneté, une autre thématique sur la finance. Alors, donc, on part d'une idée très générale, hein. Donc, moi, j'ai un peu rédigé, mais je vous l'enverrai, hein. Donc, on fait un diagnostic collectif thématique avec le groupe et on indique, par exemple, ce qui, selon nous, va bien, va moins bien autour de nous, hein, concernant une thématique. Ou, voilà. Donc, par exemple, la citoyenneté, hein. Donc, on va mettre dans une colonne ce qui va bien pour nous, ce qui va dans le bon sens. Et puis, ce qui va moins bien autour de nous. Alors, ça peut être autour de nous, en France, dans le monde. Enfin, ouais, ça dépend, on adapte, hein. Et le groupe se positionne. Après, il y a une deuxième étape, parce qu'il y aura de la discussion, hein, pour se mettre d'accord sur... Après, il y a une deuxième étape, c'est de noter ce qui fait débat entre nous, dans le groupe, hein. Donc, noter ce qui fait débat entre vous, les nuances sur le diagnostic concernant ce qui va bien ou moins bien, hein. Donc, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait débat? Donc, on note, hein. Ça peut être aussi, on note avec des post-it sur une feuille. À l'issue de la discussion, on indique 2 éléments qu'on souhaite restituer et expliquer pourquoi on les retient. Alors ça va être un temps d'échange avec les autres groupes, hein. Donc on note un problème clé par rapport à tout ce qu'on a pu dire, hein, et un point positif par rapport à 2 éléments de ce qui a été discuté. Et donc on présente au groupe. Donc vous voyez, c'est un peu, je vous l'enverrai, hein, mais c'est vraiment par entonnoir. Donc on part d'un thème très large, on resserre, hein, et puis après, il y a une étape sur le partage d'informations. Donc on va confronter notre diagnostic, enfin le groupe va confronter son diagnostic aux données, et donc ça nécessite d'aller faire des recherches, hein, d'aller vérifier des informations, faire des recherches. L'enseignant peut donner des informations, et donc on va noter ce qui, dans les ressources qui ont été apportées, c'est ce qui nous conforte, ça conforte notre diagnostic thématique, hein. Qu'est-ce qui, dans ce qu'on a trouvé, confirme notre diagnostic, et quels sont les points d'accord, de désaccord, les nuances entre les membres du groupe, hein. On peut encore avoir des positions différentes. Après, il y a ce qui, dans les ressources, surprend le plus, hein, voilà, et ce qui, dans les ressources, dérange, hein, par rapport, et toujours les accords et désaccords. Donc, c'est vraiment progressif, hein.
on va avoir une idée sur un domaine, on va se renseigner, on va confronter les ressources et après on identifie les sujets clés sur lesquels on veut agir, hein. Et donc là, c'est pour s'engager. On va essayer de voir sur quoi on peut agir nous par rapport à la thématique. Bon, voilà. Et donc on partage les idées et on passe à la question suivante. Donc après, ensemble, on choisit les sujets, les problèmes clés sur lesquels il est urgent d'agir, hein. Ça peut être par exemple dans la vie scolaire, des incivilités, etc., hein. Donc voilà, donc on va le problème retenu par le groupe. Donc, par exemple, le groupe peut dire, bah, je sais pas moi, sur Internet, hein, les messages en ligne, nos échanges. Et pourquoi il est important, prioritaire d'agir sur ce sujet. Donc, le groupe doit donner des arguments, hein. Voilà. Et ensuite, quatrième étape, on élabore des propositions et enrichissements. Donc, on retient un sujet, un problème pour lequel il est urgent d'agir, hein, retenu par le groupe. Voilà, donc là, on part sur une priorité. Il est urgent d'agir, par exemple, pour qu'il y ait moins d'incivilité, qu'on soit plus euh, euh, respectueux les uns des autres. Voilà, c'est le groupe. Donc le groupe, c'est le groupe qui choisit le thème et donc il s'engage. Et après, on va écrire des propositions pour répondre au sujet en précisant les améliorations que les propositions permettent d'apporter. Donc on essaie de trouver des solutions pour que ça s'améliore, hein, voilà. Donc il y a des propositions et après, bon voilà, je vais arrêter là, mais je vous l'enverrai parce que j'ai... Et donc à la fin, si vous voulez, là le grand débat, ça a duré une journée et demie. Mais quand vous le faites, moi je forme des maîtres de conférences sur ça pour qu'ils l'utilisent en cours avec des étudiants, hein, et ils me disent que ça fonctionne très bien parce que c'est aussi la technique de l'engagement, hein, au niveau théorique. Du moment qu'on s'engage, si vous avez lu Manipulation à destination des honnêtes gens, hein, il le décrit bien, le psychologue. C'est-à-dire que du moment qu'on choisit la proposition et qu'on s'engage, et qu'on va... Donc après, on la défend par rapport aux autres groupes, hein. Chaque groupe va donner sa proposition, va expliquer ce qu'il faut mettre en place, les points de vigilance, les arguments pour convaincre de l'utilité de la proposition, hein. Et ensuite, on va présenter aux autres et on finit par un tableau sur les actions et on fait voter le groupe sur les propositions, hein. Et c'est là aussi que le groupe peut se rendre compte qu'il veut défendre absolument une idée, hein. Il a des arguments, mais il faut savoir convaincre aussi les autres groupes de telle et telle chose. Alors ça, c'est pas mal pour, par exemple, mettre en place un projet, hein, et partir avec des jeunes de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet. On leur fait faire cette technique du débat pour arriver à la fin à des propositions qu'eux ont données, pour ensuite les mettre en œuvre, hein. Parce que là, ils s'engagent sur des propositions. Donc ça peut être, on part d'un problème ou on part de ce qu'ils ont envie de mettre en place sur un quartier ou je sais pas, peu importe, hein. Je vous l'enverrai, hein, le document que j'ai fait. Voilà, c'est ça l'idée de la... Je l'ai un peu adapté à une activité de formation. Merci. Alors, là aussi, je me permets juste de parler d'une autre information que j'ai vue récemment. Sur EduSchool, il y a une proposition autour d'une question vive, qui est celle de la vaccination des mineurs. Je ne sais pas si vous l'avez vue, où il propose aux enseignants d'animer des jeux de rôle sur ces questions-là. Mmh. Est-ce que vous avez, vous, dans les pratiques que vous avez utilisées, utilisé là aussi des jeux de rôle pour des questions vives? Donc, si j'ai bien compris, ce qui était proposé par EduSchool, c'était de proposer aux enfants de s'approprier un personnage et ensuite d'interagir avec les autres personnages avec un schéma très construit pour aborder cette question vive. Oui, le jeu de rôle. Alors, je pourrais vous envoyer les fiches de Profedus, hein. Donc, ce sont des fiches d'activités autour de l'éducation à la santé, mais ça touche aussi la citoyenneté, hein. Donc, il y a énormément d'activités c'est un outil de formation qui a été écrit, ça a pris 4 années, hein.
Et donc, ce sont des fiches d'activité avec des vidéos aussi, hein, de mise en œuvre en classe. Donc, il y a tout un outil de formation. Et donc, effectivement, moi, je n'ai pas testé la vaccination, mais c'est un thème qu'on pourrait très bien, effectivement, hein, prendre en compte. Mais il y a beaucoup d'autres thématiques parce que voilà, là, si on utilise ça, c'est aussi pour lever les obstacles, les résistances, etc., hein. Mais on peut utiliser des questions vives pour, bien sûr, amener la discussion. Alors, le jeu de rôle, c'est quand même une technique qu'il faut bien maîtriser, hein, parce que ça peut. Moi, j'ai eu des étudiants, une qui s'est évanouie dans un jeu de rôle parce que elle avait beaucoup de pression. Tout le monde s'était pris au jeu, hein. C'était une mise en situation professionnelle en master, pourtant en master. Et elle a complètement paniqué et elle s'est vraiment sentie mal. Les pompiers ont dû arriver. Donc, il faut quand même faire attention au jeu de rôle que ça n'aille pas trop loin dans. Voilà, hein, donc, il faut bien maîtriser les aspects. Après, en éducation aux médias ou sur des questions vives, on peut effectivement, je pense au grand débat, il y avait la proposition, ça avait été sur le Nutri-Score et sur les normes en matière alimentaire. On peut très bien faire un jeu de rôle sur des personnes qui ne veulent pas manger de la viande, etc. Mais il faut bien mettre un cadrage. Alors, dans Profedus, vous verrez, il y a une vidéo sur un jeu de rôle, hein. Donc, il y a toute la procédure où on donne sur une petite étiquette le rôle de chacun, ce qu'il doit, son personnage, hein. Et donc, il y a vraiment tout est à écrire à l'avance pour que. Alors, on pourra le faire, hein, le vaccin, pourquoi pas, quand je viendrai au mois de septembre, hein, pourquoi pas. Mais ça nécessite quand même une maîtrise. Le problème, c'est que comme c'est assez polémique, voilà, moi je serais assez prendre du recul et choisir des sujets qui soient peut-être un peu moins polémiques, mais voilà, hein, il y a des enjeux aussi en matière de santé publique, hein. Merci. Est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole pour poser des questions? Mais peut-être Sylvie, alors je vais vous proposer de prendre un petit temps pour parler des ateliers du mois de septembre. Oui, d'accord. Donc je viendrai en septembre 2 journées, hein, et j'animerai des ateliers de 3 heures. Donc il y aura 4 groupes. Donc je pense que vous vous inscrirez auprès de Valérie. Je vais faire un questionnaire que Valérie pourra vous envoyer pour peut-être connaître vos attentes, savoir si par rapport aux techniques que j'ai présentées, si vous avez, voilà, vous souhaitez, parce que ça va être difficile de faire toutes les techniques en 3 heures, donc je vais répartir, hein, donc voilà, mais si vous voulez par exemple avoir telle ou telle technique, ça serait bien que je le sache, hein. Voilà, et donc, ce que je ferai pendant ces ateliers, c'est que l'on partira de situations concrètes et que l'on mettra en œuvre pour que vous puissiez, vous approprier les techniques d'animation et qu'on puisse, par rapport aux valeurs, à la laïcité, hein, je choisirai des thématiques et éducation aux médias, fake news, donc par rapport à des thématiques que je vous proposerai ou éventuellement vous pourrez dans le questionnaire m'indiquer si vous voulez que l'on travaille telle ou telle thématique, hein, pourquoi pas. Et voilà, donc on va mettre en œuvre, hein, en groupe, comme on le ferait avec un groupe d'élèves ou d'usagers si vous êtes dans des structures, mettre en place ces activités et puis ensuite réfléchir à la mise en œuvre, à ce qui c'est voilà, aux compétences en fait. Hein, c'est surtout pour développer vos compétences dans ces domaines-là de mise en œuvre. Parce qu'entre vous en parler et hein, quand je fais des formations à l'université, donc les jeunes maîtres de conférences, la formation dure 2 journées.
hein. Donc, je les forme. Bon, en général, on voit toutes les techniques. Et bah, souvent, c'est très positif, hein. Ils découvrent et voient l'intérêt en cours, hein, à l'université d'utiliser ces techniques. Donc, je pense que c'est des techniques qu'on peut adapter à tout public dès le plus jeune âge, hein. Et voilà, donc on abordera ces techniques. Donc, on verra comment déconstruire un préjugé, exprimer une opinion, distinguer la raison et l'opinion, analyser un message sur un réseau social aussi. On partira de différentes thématiques. Et puis, comment aussi faire produire un groupe, animer un débat. Alors, analyser des controverses aussi. Je présenterai des situations que vous retrouvez dans le vade-mecum laïcité ou le vade-mecum racisme, antisémitisme, hein, où bon, j'essaierai de présenter aussi des situations que vous avez dans ces guides-là qui posent problème et qui peuvent nécessiter justement une technique d'animation pour aborder un point particulier qui peut amener un conflit. Alors après, si vous avez des situations, hein, vous avez été confronté à des situations, vous pouvez très bien, dans le questionnaire, m'indiquer, bah, j'aimerais bien qu'on travaille, et moi après je créerai la situation pédagogique à partir de ce que vous avez vécu, par exemple une situation problématique, comment intégrer une technique d'animation dans une situation liée, par exemple, à la contestation des valeurs ou à un conflit relatif à la citoyenneté, aux valeurs. C'est d'ailleurs ce que le rapport Aubin, hein, qui vient de paraître, hein, enfin il est paru là, développe dans le rapport. Hein, c'est la nécessité de partir d'études de cas et de partir de mise en situation. Donc les techniques d'animation, elles s'inscrivent bien dans ces mises en situation. Voilà. Et alors, voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Oui. Donc, oui, vous disiez il y aura 4 groupes et je veux juste préciser les dates. Donc ça sera le mardi 28 ou le mercredi 29 septembre. Donc il y aura un groupe le matin, un groupe l'après-midi et on part sur des groupes qui a priori devraient accueillir un maximum de 15 personnes. Hein, c'est ce qu'on avait imaginé. Ouvert donc à tous les enseignants et éducateurs au sens large de la cité éducative. Donc, professeurs des écoles, enseignants dans les collèges, animateurs dans les structures de quartier, périscolaires. Voilà, donc on va diffuser les informations très prochainement avec un lien pour s'inscrire. Et après, peut-être que en fonction des premiers groupes qui seront constitués, c'est là qu'on pourra faire circuler votre questionnaire, Sylvie, pour voir les thématiques qui surgissent peut-être. Oui, bah, je vais le faire, le questionnaire, ça ne sera pas long, hein. Oui. Et donc, pour toutes les personnes inscrites, vous aurez le questionnaire à compléter, mais voilà, votre fonction. Si vous avez des attentes particulières, hein, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si vous avez des situations qui vous ont, voilà, que vous voudriez voir éventuellement comme étude de cas, moi, ça ne sera pas long et ça me permettra de mieux adapter par rapport à vos besoins. Très bien. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Alors, Madame Ponce dit que ça sera difficile pour les CPE de s'absenter en début d'année. Oui, alors c'est vrai qu'on a des contraintes d'agenda qui sont internes et aussi liées à celui de Madame Pierre. Ce qu'on s'est dit, c'est que s'il y avait une demande particulière, on pouvait ressolliciter Sylvie Pierre plus tard dans l'année. Donc, Madame Ponce, vous pourrez prendre note peut-être des personnes intéressées et on pourra tout à fait imaginer peut-être une deuxième session selon la manière dont les personnes se seront signalées.